de ce numéro spécial de la revue Parlement consacré aux passeurs culturels et politiques du fascisme italien en Europe, 1922-1943, qui est en fait un des produits de l'ANR qu'il copilote avec d'autres. Mais nos deux invités sont deux amis. Il n'y a que des amis presque ici. C'est bon, petit cénacle, mais au moins amical. Alors, Olivier Dard, j'ai envie de dire, on ne le présente pas, mais il faut toujours se méfier de cette formule. Il faut quand même toujours présenter les gens. Olivier Dard est un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne Université. C'est un de nos principaux spécialistes d'histoire politique du XXe siècle. Il travaille en particulier sur l'histoire des idées, il m'est cher, l'histoire des réseaux, des transferts, et son champ d'études est ce que l'on appelle les droites et plus particulièrement les droites radicales. Il est l'auteur d'une biographie aujourd'hui de référence sur Charles Maurras, hein, qui s'appelle Maurras, le nationaliste intégral. On ne va pas dire tous les livres, bien sûr, parce que là, autrement, on arrive à 20 heures. Il est l'auteur aussi, le co-auteur avec Anna Isabelle Sardina des Vignes, d'une analyse sur Salazar, célébré Salazar en France, 1930-1974, du philo-salazarisme au salazarisme français. Et je crois aussi qu'il dirige un dictionnaire de la nation, je crois, puisque moi j'avais fait la voce, comme disent les Italiens, risorgimento, et ça devrait sortir bientôt puisqu'on m'a demandé quelques lignes de biographie. Jérémy Gage est maître de conférence à l'université de Nice, Côte d'Azur, Nice-Côte d'Azur, le titre exact. Son dernier ouvrage est un ouvrage qui a été très important, très discuté sur les Juifs français face au nazisme. Un très grand livre, vraiment qui renouvelle. Alors là, on peut dire qu'il renouvelle l'historiographie comme Olivier Dard renouvelle l'historiographie sur les droites radicales. Il faut se méfier de cette expression car il y a des gens tous les matins en se rasant, ils ne rêvent pas d'être président de la République, mais de renouveler l'historiographie. Et très souvent, ça fait pchit assez vite. Là, c'est pas le cas de ce livre qui est un livre important. Jérémy Gage vient de l'histoire, une histoire aujourd'hui un petit peu en perte de vitesse, mais qui reprend de l'importance de l'histoire des migrations. Et à partir de là, il a été amené à rencontrer, bien d'une certaine manière, l'ANR qui s'intéresse aux passeurs du fascisme. Sans plus tarder, je vais leur donner la parole. Je crois qu'ils se sont entendus entre eux pour nous faire une présentation à la fois de ce vaste projet de recherche et de ses premiers résultats. Merci encore, chers collègues et surtout chers amis, d'être ce soir parmi nous. Alors merci, c'est moi qui vais ouvrir le propos et vraiment je suis ravi d'être parmi vous, de cette possibilité de discussion aux côtés d'Olivier, de Madame Salméry également. Et donc je remercie très sincèrement Laura et Jean-Yves pour leur invitation qui me réjouit. Alors je commencerai très rapidement par rappeler les grands points et les grandes orientations de l'ANR. Alors je précise que l'ANR pour ceux qui ne connaissent pas notre système, est un programme en fait qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, donc un programme qui rassemble beaucoup d'équipes et qui surtout euh, nous permet d'explorer vraiment en détail un sujet avec en l'occurrence des collègues de très nombreux pays européens et même extra-européens. Donc cette ANR s'appelle EUROFA, hein, l'Europe du fascisme italien sur les réseaux et le transnationalisme. Alors, elle est portée par On t'entend plus. Vas-y. Je n'entends plus Est-ce Jérémy que vous non plus. m'entendez là? Là, Oui, c'est Ah, mieux. pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je disais le laboratoire, enfin, je ne sais plus à quel moment. tu Euh, disais qui portait la NR. Tu parlais de qui portait la voilà, NR. alors bon, alors donc cette ANR est portée par donc le laboratoire CIRIS de la Sorbonne et le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de l'Université de Nice. Alors, l'objectif était donc
de partir de l'Italie fasciste, mais même un petit peu en amont et un petit peu en aval, pour saisir comment l'Italie, en fait, avait influencé un certain nombre d'individus, de groupes, quelle était sa part européenne, mais pas simplement par le discours, mais dans les faits, donc l'imprégnation fasciste en Europe à travers donc une étude des réseaux, hein, principalement autour de trois grandes questions. Tout d'abord, la compréhension de l'État fasciste, mais dans sa projection à l'extérieur, donc quel était le rôle de ces agents divers, et donc parmi eux des passeurs dont nous allons parler ce soir. Vous comprenez donc la logique de ce numéro qui d'abord a été une journée d'études qui s'est tenue à la Sorbonne en juin 2024. Deuxième volet de nos recherches, eh bien, la manière dont les migrations et les immigrés donc ont été italiens ont été encadrés par le fascisme et quel rôle politique ils pouvaient jouer dans les réalités locales et nationales. Et puis enfin, comme je le disais, il s'agissait de comprendre finalement qui entrait dans cette Europe du fascisme italien, donc tous les relais, tous ceux, donc les passeurs, donc dans une étude des transferts, des connexions, non seulement connexions intellectuelles, mais aussi extrêmement concrètes, surtout dans les années 30, j'y reviendrai dans un instant, lorsque eh bien, les prémices, parce qu'elle n'a jamais véritablement existé, mais les prémices d'une internationale fasciste se mettent en place, j'y reviendrai. Donc vous voyez dans quel programme général et dans quelle problématique se replace ce numéro. En fait, il s'agissait bien de penser, mais de manière concrète, je répète, et avec donc deux réalisations qui seront un atlas du fascisme italien en Europe et une base de données de tous ces agents et relais du fascisme. Et bien comment, à partir de ce questionnement, finalement penser une question qui agite les milieux des historiens, la question du fascisme transnational. Évidemment, je vais expliquer cela. Alors très longtemps, on a peut-être trop retenu le mot de Mussolini, selon lequel le fascisme n'est pas un article d'exportation. Donc on a pensé le fascisme avant tout, pas seulement, mais avant tout, dans le cadre de l'État-nation, et donc des travaux extrêmement importants ont bien sûr très tôt traité de l'expansion, évidemment, du fascisme italien en Méditerranée, mais ailleurs, de sa soif de conquête coloniale. Évidemment aussi, beaucoup de travaux se sont intéressés à l'immigration italienne aux quatre coins du monde, mais ces sujets n'étaient pas toujours connectés entre eux déjà. Et puis surtout, je dirais, ils étaient classés dans une catégorie traditionnelle qui est celle des projections d'un État, d'un pays vers l'extérieur ou des rapports entre un État et sa diaspora pour la question des migrations. Mais je dirais que la problématique consistant à se demander ce que cette projection disait de la nature du fascisme n'a pas toujours été très poussée. Je dirais même qu'un certain nombre d'historiens considéraient que décloisonner l'histoire du fascisme italien n'avait quasiment aucune utilité. Je citerai même de très grands historiens, Walter Laqueur, qui, lorsqu'il parlait des mouvements, appelons-les fascistes ou fascisants, eh bien, considérait la notion de fascisme international, comme on disait, eh bien, comme une contradiction dans les termes. Même chose du côté de l'historien Gilbert Allardyce qui disait que le terme de fascisme, je le cite, n'avait aucun sens en dehors de l'Italie. Donc ça, c'était quand même une historiographie assez importante dans les années 60 et 70, jusqu'au grand livre de Michael Ledeen qui s'appelait Universal Fascism, donc fascisme universel, qui donc repensait le fascisme avec un élément très, très important qu'on oublie peut-être, le rôle de la jeunesse aussi, ce moteur hein, dans cette universalisation
du fascisme. Donc il réexplore sous un angle très nouveau, qui n'est donc, je répète, pas simplement celui des projections et des échanges, ni même des relations internationales, mais celui vraiment de, je dirais, l'extension du modèle fasciste à l'extérieur de l'Italie, donc en dehors du cadre national, d'abord européen, puis international, comme finalement une structure tentaculaire avec beaucoup de ramifications, pas toujours très claires, pas toujours très évidentes, pas toujours ouvertes aussi, mais qui en tout cas existaient et existaient beaucoup plus tôt, non seulement que les historiens ne l'ont dit, mais aussi que les acteurs du fascisme eux-mêmes ne l'ont dit. Donc on parlait d'abord de fascisme universel, pour reprendre aussi le terme utilisé dans la rhétorique de l'époque, et puis les historiens ont repris un mot extrêmement, alors peut-être à mon avis un peu galvaudé et trop souvent utilisé, le terme de transnational, c'est-à-dire en fait qui donc dépasse le simple étalon de la nation. Alors, l'historienne Nancy Green disait que lorsque, en histoire, on utilise le mot transnational, cela peut relever de deux types d'approches et de réalités. Tout d'abord, il y a des phénomènes qui étaient par nature transnationaux, c'est-à-dire que c'était des phénomènes qui regardaient en dehors des frontières ou, je dirais, dont la cohérence et l'essence ne se réduisaient pas à un État. Et puis, Nancy Green dit, le deuxième cas de figure, eh bien, c'est quand on prend un phénomène qui n'était pas nécessairement transnational, ou en tout cas qui ne se pensait pas comme tel, et qu'on lui applique une grille de lecture donc renouvelée, qui est une grille de lecture transnationale. Alors, il nous est apparu, quand nous avons proposé ce projet, eh bien que le fascisme répondait, je dirais, aux deux approches. Le fascisme était intrinsèquement transnational, et d'ailleurs, le grand historien Philippe Burin disait une chose très intéressante. Il disait le fascisme a suivi finalement un phénomène contraire à ceux qu'ont pu connaître le libéralisme et le socialisme, c'est-à-dire qu'ils étaient des mouvements transnationaux qui se sont nationalisés, et le fascisme était finalement un mouvement national qui, lui, s'est transnationalisé, qui s'est ouvert au prix quand même de certaines difficultés. Donc voilà, ce terme est trop employé parfois, je dirais qu'on sacrifie volontiers à certaines modes, mais je crois que dans le cadre de notre projet, il ne s'agit pas vraiment d'un outil qui ne serait pas pertinent, mais au contraire qui nous permet de comprendre, je dirais, une histoire enchevêtrée, une histoire partagée aussi du fascisme à travers l'Europe et donc au-delà des frontières. Donc, pour reprendre là encore Nancy Green, le fascisme est transnational historiquement et historiographiquement. Alors, il y avait un danger quand même qui consistait à, je dirais, désitalianiser, et d'ailleurs c'est un grand problème d'une très large historiographie, désitalianiser le fascisme, c'est-à-dire de fait je dirais, le considérer de manière tellement élastique qu'on en oublie son berceau de naissance. Or, nous avons à cœur de partir systématiquement de l'Italie fasciste, c'est-à-dire que tout part, le noyau de cœur de ces réseaux dont nous parlons reste l'Italie, et ce n'est pas une Europe fasciste que nous essayons de dessiner, mais plutôt une Europe fascisée par l'Italie, ou en tout cas des individus fascisés par l'Italie, ou entrant dans son champ magnétique, comme disait encore Philippe Burin. Donc, c'est depuis l'Italie que nous lançons cette enquête, donc sur cette projection européenne, où les passeurs, évidemment, jouent un rôle. Alors, sur le rapport de l'Italie à l'Europe, beaucoup de grands livres ont été écrits, beaucoup d'études importantes, mais je rappelle que même si il y a eu une revue qui s'appelait Anti-Europa et qui avait été d'ailleurs lancée par un fasciste de la première heure, Gravelli, eh bien, ce n'est pas le rejet de toute Europe, c'est le rejet de la vieille Europe, celle du libéralisme, du capitalisme et, disons-le aussi, de la démocratie, alors qu'il disait dans un des premiers numéros que, au contraire, sa revue était, je le cite, l'avant-garde du fascisme européen
Son but est de regrouper les meilleurs éléments en Europe, d'incarner les expériences du fascisme, de nourrir l'esprit révolutionnaire fasciste, d'établir la dévotion à la cause de la dictature européenne. La conquête du pouvoir en Italie n'a été que le début d'une action européenne. Alors nous sommes là, c'est vrai, dans un changement de registre et de rhétorique, parce qu'après avoir rejeté très clairement, et là les preuves sont innombrables, je dirais l'idée même d'un fascisme universel, on se convertit tout doucement à cette idée, et évidemment l'avènement du nazisme outre-Rhin en 1933 ne va faire qu'accélérer le phénomène, parce que le nazisme, très tôt, lui, a eu des projections extrêmement ambitieuses au-delà de ses frontières, et donc une concurrence s'est installée très réellement. Voilà donc quelques éléments généraux sur notre approche. Donc, je dirais qu'il y a eu d'abord une première approche qui a été internationale dans les années 20, à destination des immigrés, surtout à travers les fameux fasci all'estero, et qui, avant tout, concernaient les Italiens. Donc, je dirais international, certains disent supranational, dans un sens très précis, c'est notamment le terme qu'emploie l'historien Aristotle Kallis quand il parle de fascisation. Donc, première étape, elle serait peut-être celle-ci, donc les Italiens, les intellectuels, les publicistes, les hommes politiques, les passeurs, dont va vous parler Olivier. Et puis, dans un second temps, dans les années 30, là, je dirais que ces projections, je ne dirais pas qu'elles ne concernent plus les Italiens, mais elles les concernent presque, enfin les Italiens de l'extérieur, au même titre que les autres, et c'est peut-être même vraiment les représentants d'autres nations, de nations amies, que l'on va essayer de séduire et de faire entrer dans l'orbite fasciste au moment, vous le savez, en 1932, où Mussolini annonce très fièrement que dans 10 ans, l'Europe sera fasciste ou fascisée. Alors, il y a donc des modèles qui circulent, des éléments extrêmement concrets. Il y a vraiment un bouillonnement intellectuel, ce qui est assez intéressant quand on connaît le rapport du fascisme aux apports théoriques. Mais là, vraiment, il y a une réflexion très importante qui sera évidemment diffusée, notamment à partir des années 30 et dans une structure qui s'appelle les fameux comités d'action pour l'universalité de Rome, qu'a très bien étudié Marco Cuzzi. Donc on a là, vous voyez, je dirais à la fois un désir donc excusez-moi de ce terme, de transnationaliser, si j'ose dire, d'ouvrir, on pourrait dire tout simplement, sans se payer de mots, notre questionnement, mais en même temps, il y a une reterritorialisation, c'est-à-dire un retour à ce fascisme italien, ce qui, évidemment, n'interdit pas de s'intéresser aux comparaisons, aux imitations, mais qui part, je le répète, toujours de l'Italie. Alors, la question est la suivante. Et là je donne la parole tout de suite évidemment à Olivier, mais juste en guise de transition, la question c'est quel était finalement le pouvoir de contrôle d'un État en dehors de ses frontières, fût-il fasciste. Déjà que le contrôle des Italiens à l'étranger, beaucoup d'études l'ont montré, était loin d'être total. Alors comment l'Italie pouvait-elle influencer ces passeurs qui avaient eux aussi une large marge de manœuvre dont ils pouvaient disposer et qui finalement passaient des choses qui n'étaient pas toujours celles qu'on projetait depuis Rome. Merci Jérémy. Donc je vais prendre le relais. Pour rebondir par rapport à ce que disait Jérémy, je voudrais effectivement insister avant d'évoquer la question de la définition des passeurs sur deux points qui sont absolument majeurs. Le premier, il l'a dit et je le reprends volontiers à mon compte, c'est la question de la concurrence des modèles. À l'intérieur de cette Europe de l'entre-deux-guerres, il y a bien sûr le modèle communiste d'un côté, mais de l'autre, il y a des modèles. Il a parlé du national-socialisme, et moi j'avais effectivement beaucoup travaillé sur la question du salazarisme, parce que je m'étais rendu compte que du côté français, alors que le débat
sur le fascisme français est un débat, vous le savez, ancien et parfois polémique et dans certains cas assez stérile. Du point de vue d'un certain nombre de milieux de droite, et notamment de droite nationaliste ou traditionnaliste, la véritable référence, c'était Salazar, et je m'étais rendu compte avec Anna-Isabelle Sardinia des Vignes qu'il y avait un certain nombre de figures qui jouaient véritablement un rôle de relais entre Lisbonne et Paris, avec le souci de défendre, effectivement, de faire connaître, de défendre ce régime. Et c'est un peu dans cette perspective-là, comme cela a pu être fait à propos du nazisme, hein, on s'était occupé avec d'autres collègues de ce qu'on a appelé les confrontations au national-socialisme, qu'on a voulu, avec cet ANR Eurofa, s'intéresser à la question du fascisme italien. Alors, le terme de passeur, effectivement, il est un terme important pour nous. Pourquoi? Parce que d'abord, bon, ce n'est pas forcément un terme utilisé par les historiens, ce sont plutôt les sociologues, les politistes qui ont traité de la question des passeurs, en essayant d'en proposer un certain nombre de définitions. Alors, je vais être évidemment assez bref, mais ce que l'on peut en retenir, si vous voulez, c'est dans ce terme de passeur, l'importance de la question d'intermédiaire. Un certain nombre de sociologues d'ailleurs ou de politistes parlent des brokers, hein, des espèces de courtiers. Alors c'est important ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de courtier. Pourquoi? Parce que ça nous permet de souligner à quel point le passeur n'est pas forcément une grande figure ou une figure très connue. Ça peut être un vulgarisateur du fascisme, un admirateur qui vulgarise et qui va jouer à cet égard évidemment un rôle important sans être forcément un individu de premier plan. Autre élément important par rapport à cette définition des passeurs, c'est qu'ils sont, je dirais, à divers stades du rapport au fascisme. Ils peuvent être, effectivement, je le disais, un certain nombre de producteurs, de vulgarisateurs des idées fascistes dans un certain nombre de domaines, que ce soit le corporatisme qui a joué ici un rôle très important, ou d'autres domaines, mais ils peuvent être aussi des récepteurs avec un rôle essentiel qui est celui d'acclimater au fond une idéologie ou un régime qui les séduit à un public qui évidemment ne le connaît pas ou qui pourrait avoir un certain nombre, sinon de réserves, tout en ayant une certaine empathie, etc. Donc parler en quelque sorte le fascisme italien, faire parler le fascisme italien, en l'occurrence aux Français, mais on pourrait tout à fait, et ça c'est un point fondamental, considérer, c'est ce qu'on fait aussi dans Eurofa, que cet objet n'est pas du tout spécialement franco-italien. On a la même chose dans le rapport, par exemple, du fascisme italien à l'Espagne. Notre collègue, en particulier Manuel Pelloy, a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, dans ces conditions, si vous voulez, nos passeurs vont être des producteurs, des diffuseurs, des récepteurs, mais toujours, en quelque sorte, des intermédiaires. Alors, ce point est très important parce que il nous amène à souligner aussi le type d'acteurs auxquels on a affaire. On peut avoir évidemment affaire à des acteurs individuels et on en reparlera tout à l'heure en vous présentant quelques éléments du dossier, vous avez un certain nombre d'acteurs individuels qui sont évidemment des passeurs du fascisme. On en connaît. Dans un autre cas, il y a aussi à prendre en compte toute l'importance d'un certain nombre de groupes, d'institutions, que le régime fasciste, comme l'a fait aussi le nazisme et comme l'a fait le régime de Salazar, comme l'ont fait les soviétiques dans un autre côté, si vous voulez, de groupes que l'on a du côté de ces régimes, et en l'occurrence du côté italien, cherché à séduire. Chercher à séduire en présentant évidemment une image de ce régime fasciste, évidemment favorable et tout à fait acceptable et adaptée. Alors, ça nous amène évidemment à souligner l'importance du rôle de l'immigration italienne en France. Et de ce point de vue, la presse, évidemment fasciste, peut jouer un rôle important. Ça nous amène aussi à souligner l'importance de la chronologie. Et de ce point de vue, évidemment, Jérémy le disait, mais la concurrence avec l'Allemagne est tout à fait importante. Et de ce point de vue, même si notre ANR se poursuit jusqu'en 1943, c'est-à-dire jusqu'à la chute du régime, on voit très bien qu'au fil du temps, et surtout à partir de 1940, évidemment, notre objet italien perd quand même pas mal d'importance, pas mal d'intérêt.
il y a eu un processus de séduction par une forme de fascisation, mais là, l'Allemagne, évidemment, entre en concurrence tout à fait directe. Et dernier point important par rapport à ces passeurs, justement, c'est que ça nous amène à réfléchir sur un certain nombre de notions que l'on a vues ailleurs et qu'on peut parfaitement réutiliser ici, à savoir celle des réseaux. Il y a un certain nombre de réseaux que notre enquête a pu mettre en lumière, et de ce point de vue, le rôle de la base de données est absolument fondamental. Importance également des transferts, et n'oublions jamais que dans les transferts culturels et politiques, ce qui compte d'abord, c'est le pays récepteur, le pays d'accueil, la société d'accueil, et de ce point de vue, c'est bien le fascisme des Français ou des Espagnols, etc., qui nous intéresse, et il est évidemment à l'écart, enfin il y a un écart à la marge évidemment avec l'expérience italienne, et il y a bien entendu aussi, au-delà par rapport à ces transferts, au-delà de la question des influences, l'influence ne veut pas dire grand-chose, il y a des réappropriations, il y a des réinterprétations de ce fascisme, et là, de ce point de vue, je crois que c'est un des points sans doute intéressants de notre dossier. Alors, on pourrait proposer, bien sûr, bien des exemples de passeurs. Notre numéro n'a nullement la prétention d'épuiser l'objet, mais dans les quelques minutes qui nous restent, je vois qu'il nous en reste 7, eh bien, nous allons, avec Jérémy, essayer de vous présenter en 4 points rapides quelques-uns des apports ou de ce que nous estimons être des apports de ce dossier. Alors, je donne la parole à Jérémy pour ce qui concerne d'abord la question du degré d'activité et la conscience d'agir en passeur d'un certain nombre d'acteurs. Merci beaucoup. Alors le premier, oui, élément qui a surgi après ces premiers travaux et puis en préparant ce dossier, c'est d'abord, oui, ce degré d'activité. Il ne faut pas croire que tous les passeurs aient eu le même rôle. Il y a une très grande discontinuité parfois dans l'action de certains qui vont avoir un rôle peut-être important de passeur à un moment, mais n'en auront plus par la suite, même s'il y a aussi des passeurs plus professionnels que d'autres. Tout cela, évidemment, est très variable. Certains même étaient des passeurs, je dirais, non conscients parfois. Par exemple, il y avait ce qu'on appelait les amoureux de l'Italie. Eh bien, ces amoureux de l'Italie, parfois, ne se rendaient pas compte qu'ils embrassaient, enfin qu'ils reprenaient à leur compte une propagande évidemment éminemment politique et que en fait ils véhiculaient des éléments enfin qu'ils pensaient culturels alors qu'ils étaient très politiques. Alors je ne vais pas revenir sur l'intense diplomatie culturelle de l'Italie fasciste. Et là, on en a un exemple, notamment dans le dossier avec le très bon article de Clara Lorenzelli, qui va d'ailleurs soutenir au mois de novembre une thèse qui s'annonce, je pense, très remarquable, qui a montré à partir des conférenciers qu'en fait, on ne peut pas, des conférenciers donc envoyés par le régime dans des pays étrangers, en l'occurrence l'Allemagne, la France et l'Angleterre, elle a montré qu'on ne peut pas les classer strictement comme politiques, mais qu'ils délivraient quand même un message avec beaucoup d'éléments politiques. Mais vous voyez, là, il y a une certaine incertitude. Même chose pour le comité France-Italie que j'avais étudié. Certains affichent une fausse neutralité parce qu'ils ne veulent pas prendre position ouvertement. D'autres sont sincèrement persuadés que le comité France-Italie est neutre et que les activités de promotion de l'Italie ne comportent aucun élément politique. Le deuxième élément des 4 que nous allons mettre en valeur, c'est ce que j'appellerais une dissymétrie, même une double dissymétrie des passeurs. Ce ne sont pas toujours des médiateurs, je dirais, qui sont, vous voyez, entre la France et l'Italie. Très souvent, l'Italie est clairement à la manœuvre et a une position surplombante. Donc, ces passeurs sont plutôt, comme l'a dit Olivier, des récepteurs et des diffuseurs qui ont un faible rôle, je dirais, de transformation de ce qu'ils véhiculent. Olivier pourrait en parler, mais lors du comité italo-français d'études corporatives de mai 1935, qu'Olivier a étudié dans ce volume, la délégation française était quand même bien loin de mener les débats et recevait plutôt les éléments qu'elle ne les travaillait. La deuxième dissymétrie, je dirais qu'elle concerne l'adaptation entre
un corpus idéologique qui venait de l'Italie ou des éléments plus politiques de propagande et les traditions politiques et culturelles de chaque pays. Je crois qu'on a là encore la preuve que le fascisme a brouillé complètement ces catégories de politique et de culturel, qui d'ailleurs peut-être trompait davantage qu'elle n'aidait ceux qui espéraient comprendre l'Italie. Mais donc dissymétrie entre ce corpus idéologique et les traditions politiques de chaque pays qui, comme l'a dit Olivier, se réapproprient ce que les passeurs véhiculent. Et l'Italie était très bien consciente qu'il fallait aussi adapter le discours en fonction des pays, en fonction des traditions. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, de naïveté de penser qu'on allait exporter un modèle ou des idées. Et ce travail pouvait être mené en amont déjà par l'Italie. On pouvait importer soit des formules complètes, des modèles bien ficelés, soit quelques éléments je dirais que l'on diffusait par la presse, quelques idées. Et donc voilà, c'est ça aussi qui était intéressant de ne pas avoir finalement une vision homogène de ce qu'était un passeur. Il y avait 1001 cas. Et ça nous... Oui, je vais prendre le relais Voilà, pour oui, pour le troisième, pour les deux pardon. derniers. Troisième, dans les 2 minutes qui nous restent, pour souligner d'abord l'importance de l'écrit et sa place dans le processus de passage, en soulignant là aussi que l'exemple de l'Italie n'est pas unique et que ce que je vais vous dire très vite sur l'Italie, on l'a pu le retrouver ailleurs, et je suis désolé de revenir au salazarisme, mais le parallèle est tout à fait saisissant. Alors, de ce point de vue, on a beaucoup insisté dans ce dossier sur la question des œuvres, sur la question des discours, notamment les discours de Mussolini, le rôle des traducteurs, de la traductrice en particulier, Maria Trocchi, de la façon dont ces œuvres ont été présentées au public français, avec d'un côté, bien sûr, les œuvres complètes, mais de l'autre, et je le redis ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de vulgates qui ont été très largement diffusés à l'intérieur de la France. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. Il n'y a pas, bien sûr, que la prose doctrinale, il y a tout ce qui concerne l'importance des récits de voyage, l'importance des reportages, également qui compte parmi cette question. Et de ce point de vue, bien sûr, on dispose des travaux de Christophe Poupeau sur les voyageurs, mais là encore, c'est les voyageurs dans l'Italie fasciste. Mais ce qui est intéressant, et au moment où on construit ce projet Eurofa, c'est qu'on peut compléter, si vous voulez, ouvrir tout ce regard sur l'Italie par d'autres travaux qui existent sur les mêmes sujets ailleurs. Sur Frédéric Salé, sur l'Allemagne nazie, etc., etc. Donc, dans ces conditions, c'est quand même un élément tout à fait essentiel d'avoir à l'esprit, employons aussi le terme, même si on parle beaucoup de réseaux, de transferts, etc., et une perspective aussi comparatiste pour observer comment des processus s'opèrent dans un pays ou dans un autre. Et du côté des passeurs, j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'Espagne qui est essentielle. Alors, un tout dernier point, peut-être Jérémy, sur la sincérité des Très passeurs, vite, mais il est oui, déjà 25. très vite. Alors, je ne veux pas abuser de votre temps, mais dans nos réflexions, il y a un élément, alors sans doute le plus épineux, le quatrième de ce qu'on, élément dont on pense que le dossier peut l'enrichir, c'est la question de la sincérité de ces passeurs. Alors évidemment qu'il y a des passeurs qui sont des convaincus, des admirateurs de la première ou de la dernière heure, mais en tout cas des admirateurs sincères. Alors c'est une question que l'historien doit envisager avec beaucoup de prudence. Mais il y a aussi des cas où on a de parfaits opportunistes qui sont là parce qu'il y a, je dirais, un effet d'aubaine à un moment donné. Et dans le dossier, il y a l'étude que mène un de nos collègues, Martino Pizzi, sur un personnage quand même étonnant qui avait de multiples casquettes, Salvatore Calò à Tunis, alors qu'il avait un rôle important dans la franc-maçonnerie, un rôle dans le commerce en Tunisie, dans la communauté juive, mais qui était aussi un des représentants, disons-le très clairement, du fascisme en Tunisie, et qui disait lui-même eh bien, il était au service du fascisme et qu'il ne voulait pas en devenir le serviteur.
Et on a des éléments très clairs et on voit que d'ailleurs il va marchander hein, je dirais son statut ou son rôle de passeur. Donc il y a aussi cette question, ne pas peut-être, je dirais, accorder une importance toujours capitale à l'idéologie et ne pas oublier l'intérêt que ça pouvait être aussi dans cette Europe des années 20 et surtout des années 30 que d'être un des représentants du régime fasciste. Donc voilà, essayer de sortir du monde des idées, même si ça donne lieu à des constructions qui sont séduisantes, pour comprendre aussi des parcours extrêmement accidentés. Et je Eh laisse bien, alors la pour parole à conclure, Olivier pour conclure, voilà, après ces quatre d'un mot, apports. d'un mot, pour vous dire qu'effectivement, donc, cette question des passeurs, évidemment, c'est elle qui nous a servi de fil conducteur à travers ce numéro. Elle compte dans notre projet d'ANR Eurofa, mais ce projet, évidemment, il vise à enrichir notre connaissance, bien sûr, de l'Europe du fascisme, nous sommes bien d'accord, mais plus largement, et j'insiste là-dessus, mais c'est peut-être parce que moi, ça m'intéresse très directement aussi, il vise à enrichir la connaissance que l'on peut avoir de la façon dont un certain nombre de modèles politiques sont en concurrence tout au long du XXe siècle en Europe. Il y a bien sûr tout ce monde des régimes dictatoriaux, mais il y en a d'autres. Et il y a eu d'autres travaux sur d'autres modèles, hein, y compris démocratiques, et je pense en particulier au travail extrêmement intéressant qu'avait produit notre collègue Gilles Vergniaud sur le modèle suédois en France. Là aussi, et on part aussi de l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la définition des courtiers, etc., etc. Et je m'en arrête là pour les questions où nous parlerons de l'Italie, bien sûr. Grazie mille. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Nous ne sommes plus très nombreux, mais bon, merci à ceux qui sont restés fidèlement. Et puis, de toute manière, je le répète, cette belle leçon d'histoire va être diffusée, hein. Elle va être le site de la CEFRI est quand même pas mal consulté. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Alors, oui, je vous en prie, monsieur, allez-y. Il faut mettre votre micro. Voilà. Bonsoir Thibaut Tellier. Euh, Ah, salut. salut. Euh, oui, moi j'avais une question. Alors si si on n'est pas très nombreux, si je peux abuser d'en poser une deuxième, mais c'est la corollaire de la première. Je pensais en vous écoutant tous les deux à la figure d'Anatole de Monzie. Que j'ai vu passer quand je faisais ma thèse sur Paul Reynaud, parce qu'évidemment, il fait partie de ceux qui très tôt vont se manifester, deviennent quasiment le porte-parole du régime fasciste pour obtenir ce fameux armistice qui va secouer un peu les discussions entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Euh, donc ma question en fait c'est est-ce que par exemple un personnage comme de Monzy, est-ce qu'on pourrait le qualifier de passeur intentionnel au regard de son parcours politique avant la déclaration de la guerre, ou est-ce que on pourrait plutôt le qualifier, je dirais, de passeur opportuniste, c'est-à-dire qui voit dans le régime fasciste une opportunité de sortir la France de la guerre. Et ma deuxième question, elle est un peu sur la même thématique, c'est-à-dire passeur intentionnel, passeur opportuniste. C'est le cas de Jérôme Carcopino qui avait bien sûr des raisons de fréquenter l'Italie durant l'entre-deux-guerres, dont on connaît aussi, d'ailleurs, c'est un lien avec de Monzy, hein, puisque tous les deux se sont retrouvés du côté de Vichy après juin 40. Voilà, donc c'est cette notion de passeur intentionnel, comment vous arrivez à le définir, comment vous arrivez à en faire, au fond, une forme de catégorie pour vos études. Merci. Est-ce que tu veux Alors, je sais pas répondre? si tu veux. Oui, je veux Ah, bien, enfin, si tu veux, mais je veux bien commencer à répondre. Ben, je vais te répondre en commençant par Carcopino. Parce qu'effectivement, Carcopino, c'est doublement intéressant dans la mesure où on a en fait affaire aussi à quelqu'un qui a, de par sa position universitaire à l'école normale supérieure, de par sa spécialité, donc le grand historien de la République romaine, etc.,
des liens avec l'Italie et une admiration pour l'Italie qui sont pour lui absolument indestructibles. Et il est d'ailleurs très intéressant d'observer, là je pense à un travail de master que j'ai dirigé sur, comment dire, sur le philosophe Gentile, sur la réception de Gentile en France. J'avais été assez étonné de constater que Gentile, finalement, n'avait pas eu tellement d'écho en France, sauf dans un certain nombre de milieux universitaires. Et effectivement, Carcopino s'était intéressé à lui à cause, effectivement, de ce lien bien particulier. Alors, le cas de Monzi, lui, il est assez différent. D'abord, le parcours d'Anatole de Monzi, il est plutôt sinueux, pour dire les choses, voilà. Mais ce qu'il est intéressant d'observer chez Monzi, effectivement, et je pense que là-dessus, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est la part d'opportunisme. C'est la part d'opportunisme. On le voyait dans les années 20 avec quand même certaines positions, là pour le coup, sur l'autre côté, sur l'Union soviétique. On le voit ensuite effectivement avec l'Italie. Et je pense que dans le cas de Monzi, il y a un autre paramètre qui joue effectivement à plein. C'est d'abord la force du pacifisme et cette idée aussi de s'imaginer, parce que Monzi n'est pas le seul, hein, qu'on pourrait détacher l'Italie de l'Allemagne. Et évidemment, Monzi se verrait assez bien dans un rôle capital à cet égard. Donc, il y a, je pense, chez Monzi une part d'opportunisme sans doute plus marquée que chez Carcopino, et dans leur engagement effectivement ultérieur, les motivations ne sont pas, à mon avis, ne sont pas exactement comparables. Mais Carcopino relève, mais là je redonne la parole à Jérémy, tout à fait du type d'acteur dont on t'avait parlé sur le comité, dont on avait parlé sur le comité France-Italie, etc. Voilà, je crois que là on est avec un exemple, je dirais, assez emblématique de ces institutions qui ne couperont jamais avec l'Italie, fut-elle fasciste. Et d'ailleurs, Carcopino, ça ne lui plaisait pas, d'ailleurs, fondamentalement, bien sûr. Alors, concernant Anatole de Monzi, même si je n'ai pas travaillé en profondeur sur lui, j'ai en tête une étude, alors je ne sais pas si elle a été très largement diffusée, mais il y avait, vous savez, ces volumes extrêmement précieux du Comité franco-italien d'études historiques. Et dans le dernier volume paru, il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant, il y avait une étude, c'est pour ça que je l'ai pris, une étude de Daniel Grange sur Anatole de Monzi et l'Italie. Et je regardais un petit peu ce qu'il disait, il a appelé ça un homme politique italophile pendant les années 30. Alors moi, de ce que je crois savoir, et il rappelle quand même dans Ci devant, il dit qu'il a une monomanie italienne, il se dit vieil italophile, je crois, alors sans exagérer, parce que j'ai travaillé là-dessus et c'est peut-être l'angle que je connais le mieux, donc je ne voudrais pas dénaturer la réalité, mais je crois que c'est vraiment, comme l'a dit Olivier, vraiment des gens pétris par cette amitié latine et méditerranéenne. Anatole de Monzi, quand même un des fondateurs à Nice du centre universitaire méditerranéen, qui était quand même fait aussi pour renforcer cette amitié latine. Donc je crois qu'en fait, c'était des gens qui étaient tellement euh, pétris de cette idée, eh bien qu'ils en ont accepté enfin, qu'ils ont accepté de l'Italie, je dirais pas que l'Italie, mais aussi une part du fascisme. Alors après en détail, je ne saurais pas dire, mais alors est-ce qu'il a été passeur intentionnel? Je ne pense pas dans le sens où nous le définissons, mais je parle sous le contrôle d'Olivier, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, il n'est pas le passeur d'un modèle, mais en revanche, il est un des défenseurs de l'Italie, et à ce titre, il est prêt à accepter un certain nombre de choses. Donc, à mon avis, il fait plutôt partie voilà, de ces, tous ces individus qui ont eu l'Italie au cœur et qui l'ont défendu extrêmement tard aussi. Voilà, je le classerai un petit peu à côté, voilà, parmi tous ces relais, oui, par contre, des relais, mais pas forcément, enfin, des relais volontaires, plutôt que, enfin, un relais plutôt qu'un passeur, je dirais, voilà, même si c'est un peu subtil comme distinction. Oui, ça renvoie à votre premier point, c'est-à-dire le degré d'activité aussi Ouais, qu'on peut ma manipuler. vision. Voilà, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre question qui sera la dernière? Le bien moi. Oui, donc pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit sur ces italophiles, est-ce que justement dans l'établissement de cet atlas et
les passeurs du fascisme en Europe et en France, vous confirmez l'hypothèse que le fascisme a augmenté en quelque sorte l'italophilie pendant cette période, puisque voilà, des premières études voulaient montrer qu'effectivement c'est un moment où le monde s'intéresse le plus à l'Italie. Et là, est-ce que vous allez pouvoir chiffrer effectivement cette euh, expansion de l'italophilie grâce au fascisme, même si voilà, on est bercé dans un discours après la Seconde Guerre mondiale sur l'antifascisme et l'importance de l'antifascisme en France. Est-ce que vous allez pouvoir le mesurer plus précisément? C'est très compliqué, mais tu poses une vraie question. Tu poses une vraie question, mais qui d'ailleurs, à mon avis, je n'ai pas de réponse à te proposer d'emblée. Ce serait tout à fait présomptueux. Mais qui, enfin, pour y répondre, je pense qu'il faut une chronologie assez fine. Je pense que ça fonctionne assez bien jusqu'à l'affaire éthiopienne, incontestablement. L'affaire éthiopienne, en même temps, ne va pas gêner avec les sanctions les positions des éléments les plus italophiles, qui au contraire vont s'accrocher à l'idée qu'il faut en plus pas sanctionner l'Italie à cause, effectivement, du danger qu'il y aurait à la précipiter dans les bras de l'Allemagne. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Mais, justement, il y a deux paramètres ensuite qui jouent. Il y a ce rapport et ce rapprochement italo-allemand, qui évidemment complique la donne avec la position et la politique allemande, évidemment, à partir de la Rhénanie et de tout ce qui s'ensuit. Et puis, deuxième élément, c'est la question de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que, à cet égard, me semble-t-il, la guerre d'Espagne va être, et la défense de l'Espagne nationale, etc., va être un élément dans tout ce monde, j'allais dire conservateur, nationaliste, etc. Et le camp national, la défense du camp national va être extrêmement important. Et de ce point de vue, évidemment, même si l'Italie est présente en Espagne, elle est assurément invisible. Et de ce point de vue, je pense que les années passant, l'Italie perd sans doute un peu d'importance et à partir effectivement là de 1940, il est tout à fait clair que d'un côté la déclaration de guerre et de l'autre la faiblesse de l'Italie dans l'Europe occupée et notamment dans la France occupée, font que seul un certain nombre d'éléments restent fidèles, effectivement, qui ont pu être fascisants, restent fidèles à l'Italie fasciste, mais l'Allemagne et le nazisme, là aussi, on a tendance à l'oublier. Hein. Le nazisme aussi fascine. Et il y a, parce qu'on voit évidemment le nazisme vu d'Allemagne, mais lui aussi, il sait s'exporter. Hein. Il sait s'exporter avec, ça Jérémy le sait aussi très bien, avec un certain nombre d'arguments et d'adaptation au pays, ce qui explique évidemment, dans le cas français, toute une série de gens de gauche participant à la collaboration, etc. Mais on ne va pas se sortir là-dedans ce soir. Alors, merci pour ta question, comme l'a dit Olivier, qui est fondamentale. Évidemment, nous n'avons pas tous les éléments encore. Il faudra exploiter les résultats de la base de données principalement et puis de nos travaux. Mais je suis entièrement d'accord sur la chronologie et même sur le fait qu'après 35, alors il y a un élément très important, nous, que nous allons étudier. Évidemment, on n'en a pas parlé ce soir parce que ce n'était pas notre propos, mais c'est aussi le financement par l'Italie de journalistes, d'intellectuels, etc., qui sont là au moins pour assurer une présence permanente de l'Italie, je dirais, dans l'offre culturelle et médiatique, sous un jour évidemment culturel, avec des éléments, on devine bien, politiques qui sont glanés ça et là. Et donc ces gens qui sont très souvent stipendiés par le régime fasciste vont aussi persévérer, même après 35, on le voit très bien, et là on retrouve Carcopino, etc., au moment de l'exposition augustéenne de 37. Là, l'Italie va encore vraiment, alors là, mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour insister sur cet élément culturel, et ça va fonctionner, à tel point que certains Français vont dire, ne mélangeons pas la situation géopolitique, les relations internationales et la culture. Mais, comme l'a dit Olivier, déjà, j'allais dire, l'italophilie, elle existe, elle est présente, mais elle est réduite. Voilà, je crois que son imprégnation sociale est bien plus réduite. Et je crois que l'ANR va nous permettre justement de répondre très clairement à cette question pour les années 20. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je dirais aussi que les années 32, 35
avec la création de ces comités pour l'universalité de Rome, on voit très bien que là, on s'accroche, je dirais, à l'Italie pour ceux qui évidemment étaient inquiets par germanophobie de ce qui se passait aussi de l'autre côté de la frontière, eh bien, eux vont s'accrocher à l'Italie en s'en faisant peut-être même plus qu'avant les défenseurs et même en franchissant certains seuils politiques. Et comme l'a dit Olivier, l'affaire d'Éthiopie, même si elle n'éteint pas tout, évidemment, est le premier acte, je dirais, du déclin. Mais je pense qu'on va pouvoir alors sinon le mesurer, enfin, je dirais le percevoir, ça. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. C'était une soirée passionnante. Je regrette qu'on soit finalement peu nombreux, mais je répète, et c'est important pour la conférencière Lydia et les conférenciers Olivier et Jérémy, de bien comprendre qu'il y a une diffusion beaucoup plus Oui. large que ce qui se passe ce soir. Merci beaucoup. Donc, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, la bonne poursuite des travaux, hein, bonne poursuite de l'apostolat aussi pour Lydia, pour son papa. Ben, on vous tient au courant de tout ce qu'on peut, de toutes les activités, hein. Si vous voulez nous rejoindre à la CEFRI, vous êtes les bienvenus, hein. C'est un abonnement modeste pour avoir deux belles revues et un lien quand même très étroit avec l'Institut d'histoire du Risorgimento, qui est quand même une institution très ancienne et très importante en Italie et qui se renouvelle, hein, qui suit évidemment les tendances historiographiques fortement. Arrivederci a tutte e a tutti. Le auguro una bellissima serata. La ringrazio del vostro cortese ascolto e vi dico di nuovo che si può collegarsi alla Sefri e così vedere le novità che ci sono sulla ricerca francese dedicata al risorgimento largo senso, cioè lo vediamo, fino alla Grande Guerra e anche nel fascismo, fino al fascismo, insomma. Dunque, buonasera, merci Laura encore de la, je dirais aussi de tenir à jour cette page de la CEFRI. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine séance, et puis surtout d'aller voir tout ce qui se fait euh, dans la recherche sur l'Italie en France. À très bientôt. Arrivederci a tutti.